En 2003, un grand requin blanc mesurant environ 2,70 m a été équipé d'un émetteur au large des côtes australiennes, dans le cadre d'un programme ordinaire de recherche marine. 4 mois plus tard, l'enregistreur de données s'est échoué sur le rivage. Ce qu'il contenait ne s'expliquait pas. La température avait grimpé jusqu'à 35 degrés Celsius. La profondeur avait chuté à près de 600 mètres en l'espace de quelques minutes. Le requin avait disparu. Pas égaré, pas parti à la dérive, disparu. Quelque chose l'avait dévoré, et cette chose, quelle qu'elle soit, était plus grande, plus puissante et plus terrifiante que tout ce que les scientifiques pensaient trouver dans ces eaux. Salut, je m'appelle Matthew, et vous regardez Reef Discovery, le requin qui a disparu. Revenons au commencement. Nous sommes en 2003, une équipe de chercheurs en sciences marines, travaillant au large des côtes du sud de l'Australie, équipe d'une balise un grand requin blanc femelle en bonne santé, mesurant environ 2,70 m, dans le cadre d'une étude de suivi à long terme. 2,70 m, ce n'est pas rien. Un grand requin blanc de cette taille pèse dans les 225 kg environ. On n'est pas face à un juvénile. C'est un prédateur apex adulte, pleinement développé et redoutable. Le genre d'animal qui trône au sommet de la chaîne alimentaire océanique depuis environ 11 millions d'années. La balise fixée à ce requin était ce que les chercheurs appellent un enregistreur de données. Il s'agit d'un appareil qui consigne la profondeur, la température de l'eau, les niveaux de lumière et les mouvements. Ce n'est pas un émetteur en temps réel. Il stocke les informations, puis lorsqu'il finit par se détacher et remonter à la surface, il transmet ces données à un satellite. Les scientifiques récupèrent l'enregistreur, téléchargent les données et reconstituent un tableau de l'itinéraire du requin et de ce qu'il a vécu. 4 mois après la pose de la balise, celle-ci s'est retrouvée sur le rivage. L'équipe de recherche a téléchargé les données en s'attendant à l'habituel, des schémas de plongée classiques, des variations de température, des déplacements dans la zone connue du requin. Ce qu'ils ont obtenu à la place a stoppé net l'ensemble du projet. Les données montraient la balise descendre rapidement, non pas progressivement, comme le fait un requin qui chasse ou explore, mais très rapidement, près de 600 mètres en quelques minutes. Ensuite, la mesure de température a changé, et c'est là que tout devient vraiment troublant. La température enregistrée a bondi à 35 degrés Celsius et s'y est maintenue. Pas brièvement, de manière soutenue. Pour un chercheur en milieu marin, cette combinaison de relevés raconte une histoire très précise. La balise ne se trouvait plus dans l'océan. Elle était à l'intérieur de quelque chose de chaud, quelque chose de vivant, quelque chose qui avait plongé à une profondeur extrême en emportant dans son estomac la balise et le requin auquel elle était attachée. La chercheuse principale du projet, une scientifique prénommée Rachel Donaghue, a décrit par la suite le moment où elle a vu ces données comme l'une des expériences les plus déstabilisantes de toute sa carrière scientifique. Non pas parce que les données étaient inexplicables, mais à cause de ce qu'elles sous-entendaient, ce que nous savons des grands requins blancs. Voilà ce que j'ai besoin que vous compreniez vraiment avant d'aller plus loin, parce que je pense que la plupart des gens savent intellectuellement que les grands requins blancs sont dangereux, sans vraiment mesurer ce que cela signifie sur le plan biologique. Les grands requins blancs ne sont pas simplement de gros poissons aux dents acérées, ils sont le résultat de millions d'années de perfectionnement évolutif. Ils peuvent atteindre 6 mètres de longueur et peser plus de 2200 kg. Ils peuvent détecter une seule goutte de sang diluée dans 100 litres d'eau. Ils perçoivent les champs électromagnétiques produits par un cœur qui bat, même à travers du sable. Ils nagent à des vitesses pouvant atteindre 56 km à l'heure sur de courtes distances. Leurs dents sont dentelées, renouvelables et disposées sur plusieurs rangées. Lorsqu'une dent se casse ou s'use, une autre avance pour la remplacer. Ce sont, au sens le plus littéral du terme, des machines à tuer que l'océan a mis des millions d'années à perfectionner. Et voilà ce que les gens oublient parfois à propos des prédateurs apex. Ce n'est pas seulement une question de taille ou de dents. C'est la position écologique qu'ils occupent. Les prédateurs apex n'ont pas de prédateurs naturels. C'est la définition même du terme. Ils sont au sommet de la chaîne et rien ne les chasse. Les scientifiques avaient longtemps accepté cela comme une évidence pour les grands requins blancs en pleine mer. Certes,
Des orques avaient été observés en train de harceler des grands requins blancs dans certains endroits spécifiques. Des conflits documentés entre grands requins existaient bien de temps à autre, mais une prédation pure et simple, une créature chassant activement, tuant et consommant un grand requin blanc, n'entrait tout simplement pas dans les modèles connus. Et c'est précisément ce qui rend les données enregistrées par la balise aussi significatives, aussi profondément troublantes, les données qui ne voulaient rien dire. Laissez-moi vous expliquer en détail ce que ces chiffres signifiaient, parce que je pense qu'une fois que vous comprenez la physique de ce qui a été réellement enregistré sur cette balise, l'ensemble devient nettement plus difficile à digérer. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui a passé des années à lire des publications en biologie marine et qui se croyait plutôt difficile à ébranler. Le premier chiffre, c'est la profondeur. La balise a plongé à près de 2000 pieds. Il faut que vous compreniez pourquoi cette seule mesure était déjà alarmante, avant même que les chercheurs n'examinent quoi que ce soit d'autre. Le grand requin blanc n'est pas un animal des grandes profondeurs par nature. C'est une espèce qui a évolué pour chasser dans les eaux côtières peu profondes, en surface en plein océan, dans les couches supérieures et productives de la colonne d'eau, là où la lumière du soleil pénètre et où les proies abondent. Ils évoluent principalement dans les 1000 premiers pieds. C'est leur monde. C'est là qu'ils se nourrissent, qu'ils se reproduisent, là qu'ils passent la grande majorité de leur existence. Une descente brutale à 2000 pieds, ça ne correspond pas au comportement habituel d'un grand requin blanc. Ce n'est pas une plongée de chasse. Ce n'est pas un déplacement exploratoire. Lorsqu'une balise enregistre ce genre de variation de profondeur extrême et rapide en quelques minutes, très peu d'explications s'offrent à vous. Le requin ne plongeait pas de son propre chef. Quelque chose l'entraînait vers le bas, l'emportait dans les profondeurs. Et ce quelque chose était un nageur suffisamment puissant pour descendre à 2000 pieds rapidement, efficacement et apparemment sans grande difficulté. Rien que ça aurait dû suffire à rendre l'équipe de recherche profondément mal à l'aise, mais ils ont ensuite regardé le deuxième chiffre, la température. C'est cette mesure-là qui a tout confirmé, celle qui a transformé une anomalie étrange en une conclusion impossible à ignorer. À 2000 pieds de profondeur au large des côtes australiennes, l'océan est froid. Pas froid comme une baignade tonifiante, froid de manière réellement et profondément intense. Les températures de l'eau à cette profondeur, dans cette région, se situent quelque part entre 4 et 10 degrés Celsius, une eau sombre sous pression glaciale. Si la balise s'était simplement détachée du requin et avait coulé, ou si le requin était mort et que la balise avait dérivé vers le bas avec la carcasse, c'est la température qu'on se serait attendu à lire. 4 degrés, peut-être 7. Une eau froide devenant légèrement plus froide à mesure que la profondeur augmentait. À la place, la température a grimpé d'un coup à 35 degrés Celsius. Et elle n'a pas grimpé brièvement. Elle n'a pas bondi un instant pour redescendre aussitôt, comme on pourrait l'anticiper d'une défaillance d'équipement ou d'une anomalie environnementale. Elle a tenu, soutenu, stable, à 35 degrés, à 2000 pieds sous la surface de l'océan austral. Il n'existe qu'une seule explication à cette mesure. Un seul scénario dans lequel une balise enregistre une température soutenue de 35 degrés, tout en se trouvant à 2000 pieds de profondeur dans une eau océanique froide. La balise n'était plus dans l'océan. Elle se trouvait à l'intérieur de quelque chose dont l'intérieur était chaud, quelque chose de biologique, quelque chose de vivant, qui avait avalé le requin avec sa balise, puis était descendu à 2000 pieds avec son repas encore dans le ventre. Je voudrais que vous preniez un moment pour laisser ça s'installer, comme j'ai dû le faire moi-même quand j'ai compris ce que ces deux chiffres signifiaient ensemble. Quelque chose dans les eaux australiennes avait avalé entier un grand requin blanc de 230 kilos, avait plongé à 2000 pieds, puis était remonté et avait continué sa route comme si de rien n'était. Et pas une seule personne à la surface de cet océan n'en avait rien vu. Pas de nageoire dorsale, pas de perturbation en surface, pas de photos, pas de témoins, rien. Il était simplement là, se déplaçant dans l'eau, faisant quelque chose que nous ne pensions pas qu'un être dans cet océan était capable de faire.
Et la seule raison pour laquelle nous savons que tout cela s'est produit, c'est qu'un petit enregistreur de données en plastique a échoué sur une plage 4 mois plus tard, portant la seule preuve tangible que tout cela avait bien eu lieu. La question qui a occupé l'équipe de recherche durant la décennie suivante était la plus évidente qui soit, celle qui, je le suppose, vous occupe en ce moment même. Mais qu'est-ce que c'était, au juste? Les suspects. Lorsque les données ont été analysées pour la première fois et que l'hypothèse de prédation s'est confirmée, les scientifiques ont commencé à passer en revue chaque candidat possible. Et je veux vous faire traverser ce processus parce qu'il est vraiment fascinant d'observer comment chaque théorie s'est effondrée l'une après l'autre. Le premier suspect était l'orque. On sait que les orques peuvent tuer des grands requins blancs. C'est documenté. Il existe des images. Les orques de certaines régions, notamment au large des côtes d'Afrique du Sud et dans certaines parties du Pacifique, ont développé une technique de chasse consistant à retourner les grands blancs sur le dos, provoquant un état d'immobilité tonique, puis à consommer le foie du requin. C'est efficace, brutal et impressionnant, même selon les critères de l'océan. Mais la théorie des orques s'est effondrée presque immédiatement lorsque les chercheurs ont examiné les données de profondeur. Les orques ne sont pas de grands plongeurs. Ils évoluent près de la surface. La plongée la plus profonde jamais enregistrée pour une orque est juste en dessous de 1000 pieds, et c'est déjà extraordinaire. Une orque ne descend pas tranquillement à 2000 pieds avec un requin dans l'estomac. La physiologie ne le permet tout simplement pas. Premier point éliminé. Le deuxième suspect était le cachalot. Voilà un animal qui plonge véritablement à des profondeurs extrêmes. Les cachalots descendent régulièrement à 7000 pieds, à la poursuite de calmars géants. Ce sont les champions de la plongée parmi les mammifères marins, et ils sont immenses. Un grand mâle cachalot peut atteindre 60 pieds de long et peser plus de 100 000 livres. Un cachalot aurait-il pu avaler un grand requin blanc? Physiquement, oui. La gorge d'un cachalot est suffisamment large pour engloutir un requin entier, mais les données de température ne correspondaient pas. Les cachalots sont des mammifères. Ils sont à sang chaud. Leur température interne tourne autour de 36 à 37 degrés Celsius. La température enregistrée de 35 degrés est légèrement inférieure à ce qu'on attendrait de l'intérieur de l'estomac d'un cachalot. Pas impossible, mais suffisamment incohérente pour donner aux chercheurs matière à réflexion. Et sur le plan comportemental, les cachalots ne sont pas connus pour chasser les requins. Leur régime alimentaire est presque exclusivement composé de céphalopodes, des calmars, pas des requins. Deuxième point éliminé. Les chercheurs ont ensuite envisagé la possibilité d'un grand requin océanique à pointe blanche ou d'un requin tigre. Les deux espèces sont connues pour être agressives et opportunistes. Les requins tigres, en particulier, mangent presque n'importe quoi, mais aucune des deux espèces ne grandit suffisamment pour engloutir un grand blanc de 9 pieds. Le plus grand requin tigre jamais confirmé mesurait environ 14 pieds. Pour avaler entier un grand blanc de 9 pieds, il faudrait quelque chose de nettement plus grand que sa proie. Le calcul ne fonctionnait tout simplement pas. Troisième point éliminé. Il y eut même une brève période, un peu embarrassante, où une théorie marginale circula, suggérant qu'un calmar gigantesque aurait pu être responsable. Un calmar colossal, théoriquement assez grand pour entraîner un requin vers les profondeurs. Soyons honnêtes, cette théorie n'a pas duré longtemps. La lecture de température à elle seule écartait tout invertébré à sang-froid. Quatrième point éliminé. Un par un, chaque candidat conventionnel fut mis hors de cause, et à mesure que la liste des suspects se réduisait, les chercheurs se retrouvaient face à une possibilité à la fois évidente et presque trop étrange pour être acceptée, le véritable coupable révélé. Et si le prédateur était un autre grand requin blanc, pas n'importe quel grand requin blanc, pas un spécimen légèrement plus grand qui aurait eu de la chance lors d'un conflit territorial, mais un grand requin blanc d'une taille que la plupart des biologistes marins n'avaient jamais sérieusement envisagée. Un requin si imposant qu'un grand blanc de 9 pieds et 225 kilos n'était pour lui qu'un simple repas. Laissez-moi vous expliquer comment les chercheurs sont arrivés à cette conclusion, parce que ce n'était pas une supposition. C'était un processus d'élimination combiné à un raisonnement scientifique véritablement remarquable.
La lecture de température de 35 degrés Celsius est la clé. Contrairement aux mammifères, les requins sont généralement ectothermes, à sang froid. Leur température corporelle correspond à celle de l'eau environnante. Sauf que ce n'est pas entièrement vrai pour les grands requins blancs. Les grands blancs appartiennent à une famille appelée les lamnidés, les requins maquereaux, et ils possèdent une adaptation remarquable appelée endothermie régionale. Ils sont capables de générer et de conserver de la chaleur corporelle dans des parties spécifiques de leur corps, notamment autour des muscles, des yeux et du cerveau. Ce phénomène leur permet de maintenir une température corporelle centrale nettement supérieure à celle de l'eau environnante. Dans les profondeurs glacées de l'océan, l'intérieur de l'estomac d'un grand requin blanc de grande taille pourrait vraisemblablement maintenir une température d'environ 35 degrés Celsius. La profondeur de près de 600 mètres est également cohérente avec le comportement du grand requin blanc, d'une manière que les chercheurs avaient initialement négligée. Les grands blancs sont capables de plonger bien plus profonde que leur zone habituelle ne le laisse supposer. Ils ont été suivis jusqu'à plus de 900 mètres en pleine mer. La plongée enregistrée par le dispositif de journalisation, bien qu'extrême, ne dépassait pas les capacités physiologiques d'un très grand blanc. Mais voilà la question sur laquelle tout le monde revenait sans cesse. Quelle taille doit avoir un grand requin blanc pour pouvoir avaler un spécimen de 2,70 m? Les chercheurs qui ont étudié la dynamique de prédation des requins suggèrent que, pour qu'un grand blanc puisse s'attaquer avec succès à un autre, le prédateur devrait mesurer environ 2 fois la longueur de sa proie. Pour dévorer un requin de 2,70 m, on parlerait d'un grand blanc d'environ 4,50 m à 6 mètres, voire davantage. Le genre de gabarit qui se situe tout à la limite de ce que nous pensons que les grands requins blancs peuvent atteindre. Et c'est là que les choses deviennent véritablement troublantes. Il existe des témoignages historiques crédibles, remontant à plusieurs décennies, faisant état de grands requins blancs atteignant des tailles bien au-delà de ce qui figure dans les archives scientifiques modernes. Des pêcheurs commerciaux, des officiers de marine et des chercheurs du milieu du XXe siècle ont rapporté des rencontres avec des requins estimés à 6 mètres ou plus. Pendant longtemps, ces récits ont été accueillis avec scepticisme, considérés comme des histoires de pêcheurs, des souvenirs exagérés. Mais et s'ils ne l'étaient pas? Et si l'océan abritait des grands requins blancs d'une taille que nous n'avons tout simplement jamais réussi à marquer, à étudier ou à photographier? Des animaux qui passent la majeure partie de leur existence dans les profondeurs de la pleine mer, loin des côtes, loin des navires de recherche, loin des environnements d'eau peu profondes où nous effectuons presque toutes nos observations sur les requins. L'équipe de recherche a conclu que le prédateur le plus probable du requin marqué était une femelle grand blanc de taille exceptionnelle. Les femelles grand blanc atteignent des dimensions nettement supérieures à celles des mâles. Les plus grandes femelles confirmées approchent les 6 mètres de longueur et dépassent les 1800 kg, mais cette confirmation ne provenait pas uniquement de l'analyse des données. Elle venait de quelque chose que les chercheurs avaient remarqué en comparant les données du dispositif aux enregistrements de suivi d'autres requins dans la même région. Dans les mois suivant la disparition du requin marqué, un système de suivi distinct avait enregistré les déplacements d'un grand animal non marqué évoluant dans la même zone. Les schémas de déplacement, les profils de plongée, l'étendue territoriale, tout cela correspondait à une gigantesque femelle grand blanc. Un requin que personne n'avait jamais officiellement répertorié, un requin que l'océan n'avait tout simplement jamais présenté à la science auparavant. Elle avait été là tout ce temps, se déplaçant dans ses eaux, faisant ce que font les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et un matin de 2003, elle avait avalé au petit déjeuner un grand requin blanc de 2,70 m avant de plonger à 600 mètres pour le digérer. Je ne sais vraiment pas comment rendre ça moins alarmant, alors je ne vais même pas essayer. La vérité plus profonde, plus dérangeante. Voici la partie de cette histoire dont personne ne parle vraiment, parce que le titre est irrésistible. Un énorme grand blanc qui en avale un autre entier. C'est le genre d'information qui vous donne envie d'annuler votre voyage en Australie, de contempler l'océan depuis une distance très respectable et de remettre en question chaque décision de vie qui vous a jamais amené près des eaux ouvertes. Tout à fait compréhensible.
Je ne juge personne. Mais ce titre est en réalité la partie la moins troublante, car une fois que les chercheurs ont confirmé ce qui était arrivé à ce requin marqué en 2003, ils ont fait ce que les scientifiques font toujours lorsqu'ils tombent sur quelque chose d'inattendu. Ils sont retournés dans les archives historiques et ont commencé à chercher des schémas qu'ils avaient précédemment ignorés. Et ce qu'ils ont découvert était profondément inquiétant, d'une manière qui va bien au-delà d'un seul événement de prédation spectaculaire au large des côtes australiennes. Les prédations de grands requins blancs sur d'autres grands requins blancs ne sont pas des accidents isolés. Il ne s'agit pas d'une collision improbable entre deux animaux au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un comportement documenté avec une longue trace écrite à l'appui. Les archives de pêche et de recherche du milieu du XXe siècle contiennent de nombreux témoignages de grands requins blancs remontés ou observés avec d'énormes plaies mordantes. Des blessures dont l'arc précis, l'espacement et le profil de dentelure ne pouvaient provenir que des mâchoires d'un autre grand requin blanc. Pendant des décennies, ces archives ont été classées sous l'étiquette d'agression territoriale, des requins se battant pour de la nourriture. Personne n'envisageait sérieusement que ce qu'ils documentaient, en réalité, était un acte de prédation. Puis, en 1997, un navire de recherche opérant près des îles Farallon, au large de San Francisco, a observé un grand requin blanc être attaqué et physiquement écarté d'une carcasse de baleine par un spécimen visiblement plus grand. Pas en compétition, pas en posture, mais une attaque délibérée qui repoussait le plus petit animal dans un état de détresse manifeste. En 2009, une étude formelle publiée dans plusieurs revues de biologie marine a documenté des preuves de prédation intraspécifique chez les grands requins blancs sur plusieurs sites du Pacifique. En 2022, des chercheurs travaillant au large de l'Afrique du Sud ont découvert un groupe de grands requins blancs portant des morsures parallèles identiques, même profondeur, même espacement, même origine, les uns envers les autres. Pris séparément, on peut expliquer chacun de ces incidents isolément. Dispute territoriale, compétition pour les ressources, deux prédateurs au sommet ayant une mauvaise journée en proximité étroite. Les scientifiques sont professionnellement formés à résister aux conclusions dramatiques tirées de données isolées, et c'est tout à fait légitime. Mais on ne peut pas examiner l'ensemble des preuves, les étaler sur 70 ans d'observations enregistrées à travers plusieurs bassins océaniques, y ajouter les données de balises de 2003 et continuer à parler d'agression territoriale. Le tableau qui en ressort est tout autre chose. Les grands requins blancs les plus imposants ne se contentent pas de rivaliser avec les plus petits, ils les mangent. C'est une prédation au sommet de la chaîne qui se produit à l'intérieur même d'une espèce apex. La chaîne alimentaire que tout le monde pensait s'arrêter aux grands requins blancs ne s'arrête pas du tout là. Elle continue vers le haut, vers des catégories de taille que la science marine a à peine commencé à étudier sérieusement, ce qui signifie que le schéma que nous avions dessiné, celui avec le grand requin blanc tout en haut et tout le reste soigneusement rangé en dessous, est incomplet. Et si nous nous sommes trompés à ce sujet sur le prédateur le plus étudié, le plus filmé, le plus célèbre de l'océan, la question qui s'ensuit devrait empêcher chaque biologiste marin de dormir la nuit. Sur quoi d'autre nous trompons-nous? Pourquoi ce comportement est-il resté caché aussi longtemps? Il existe plusieurs raisons à cela, et les comprendre nous apprend quelque chose d'important sur les limites de la science marine et sur la part de l'océan qui nous reste véritablement invisible. La première raison est géographique. L'océan ouvert est d'une vastitude incompréhensible. Le seul Pacifique couvre 155 millions de kilomètres carrés. La superficie totale combinée de tous les océans du monde est de 360 millions de kilomètres carrés. Sur cette superficie, nous en avons peut-être exploré 5% de façon significative, non pas étudiée en détail, juste traversée avec des instruments. La zone pélagique profonde, au-delà de 300 mètres, est pour l'essentiel totalement invisible à nos yeux. Tout ce qui s'y passe nous échappe complètement. La deuxième raison concerne la couverture par balise. C'est quelque chose que la plupart des gens ne mesurent pas vraiment.
Malgré toutes les recherches menées sur les requins au cours des 50 dernières années, le nombre total de grands requins blancs ayant jamais été marqué et suivi avec succès reste relativement faible. Les estimations suggèrent qu'il existe entre 3000 et 5000 grands requins blancs dans les océans du monde. Le nombre d'entre eux ayant jamais porté une balise de données fonctionnelle n'en représente qu'une fraction. Nous tirons des conclusions générales sur le comportement et l'écologie d'une espèce à partir d'observations portant sur un échantillon infime. La troisième raison est le biais lié à la taille. Lorsque les chercheurs équipent des grands requins blancs de balises, ils travaillent généralement dans des zones côtières où les requins s'approchent du rivage. Les requins disponibles pour le marquage dans ces environnements tendent à être des animaux plus jeunes et de plus petite taille. Les très grandes femelles grands blancs, celles dépassant 6 mètres et qui sont probablement responsables du type de prédation dont nous parlons, passent la majeure partie de leur temps dans les profondeurs de l'océan ouvert. Elles ne se trouvent tout simplement pas là où travaillent les chercheurs. C'est un peu comme essayer de comprendre le comportement des éléphants d'Afrique en observant que les jeunes qui s'aventurent aux abords du parc. Assemblez tous ces éléments et vous obtenez une situation où le comportement le plus significatif sur le plan écologique de l'une des espèces les plus célèbres de l'océan est resté totalement invisible pour la science, non pas parce que ce comportement était rare, mais parce que nous n'étions pas au bon endroit, avec le bon équipement, au bon moment, en regardant dans la bonne direction. L'océan excelle à garder ses secrets bien mieux que nous ne savons les percer. Ce que cela change, l'identification d'une grande femelle grand blanc comme étant le prédateur responsable de la disparition de 2003, n'est pas simplement une conclusion satisfaisante à un mystère captivant. Cela a des implications concrètes et substantielles sur la façon dont les biologistes marins appréhendent l'écologie océanique et la dynamique des prédateurs apex. La première implication, et la plus immédiate, concerne la modélisation de la conservation. Le grand blanc est une espèce protégée dans de nombreuses régions du monde. Les stratégies de conservation de l'espèce reposent sur des modèles de population qui supposent que les principales menaces pesant sur les grands blancs sont d'origine humaine, à savoir la pêche, le prélèvement des ailerons et la dégradation de l'habitat. Ces modèles ne prennent pas en compte la prédation intraspécifique comme facteur de mortalité significatif. Si de très grands blancs s'attaquent régulièrement à de plus petits individus de leur propre espèce, la dynamique de population est bien plus complexe que ce que les modèles actuels ne saisissent, tant les hypothèses sur les taux de survie sont erronées et les projections de rétablissement pourraient l'être également. La deuxième implication concerne ce que les scientifiques appellent les cascades trophiques. Une cascade trophique désigne ce qui se produit lorsqu'un changement au sommet d'une chaîne alimentaire se répercute vers le bas, à travers chaque niveau qui lui est inférieur. Nous savons déjà que la présence ou l'absence du grand blanc influe considérablement sur le comportement et la répartition de ces espèces proies, phoques, otaries, requins, plus petits et diverses populations de poissons. Si la prédation intraspécifique remodèle la distribution des tailles au sein de la population de grands blancs, en éliminant de manière sélective les individus plus petits, alors les effets en cascade pourraient être significatifs et totalement absents des modèles écosystémiques existants. La troisième implication est peut-être la plus troublante sur le plan philosophique. Nous avons longtemps utilisé le grand blanc comme référence mentale de la prédation apex dans l'océan. Quand on imagine le sommet de la chaîne alimentaire marine, c'est lui qui vient à l'esprit. Il est l'étalon, le plafond. Mais si le grand blanc est lui-même soumis à la prédation au sein de sa propre espèce, alors ce plafond n'est pas là où nous le pensions. L'apex n'est pas fixe. Il dépend de la taille et s'avère dynamique d'une manière que nous n'avions pas pleinement mesurée. Et cela soulève une question que je trouve à la fois genuinement fascinante et genuinement inquiétante. Existe-t-il d'autres animaux dans l'océan, des prédateurs apex à part entière, soumis à cette même dynamique? Y a-t-il des animaux que nous classons actuellement comme prédateurs apex qui sont en réalité des proies pour des membres plus grands, plus profonds et plus rares de leur propre espèce, des animaux que nous n'avons jamais marqués, jamais photographiés, jamais formellement documentés? La réponse honnête au regard de tout ce que l'incident de 2003 a révélé, c'est que nous ne savons pas. Et ne pas savoir n'est pas une position confortable lorsque nous prenons des décisions de conservation qui affectent des écosystèmes entiers.
Voici ce à quoi je reviens sans cesse quand je pense à cette histoire. Nous avons donné un nom à ce requin, pas au grand blanc qui a été mangé, mais à l'autre, le prédateur. Les chercheurs qui ont étudié les données de la balise et les schémas de déplacement dans les années qui ont suivi l'ont officieusement surnommé la candidate Deep Blue, en référence à Deep Blue, le plus grand grand blanc jamais photographié de manière fiable. Une femelle estimée à plus de 6 mètres de long, filmée au large des côtes mexicaines en 2013, que le requin impliqué dans l'événement de prédation de 2003 et celui filmé plus tard sous le nom de Deep Blue, soit le même animal, personne ne peut l'affirmer avec certitude. L'océan ne livre pas ses résidents pour qu'on les identifie facilement, mais je crois que cette ambiguïté est en réalité la partie la plus essentielle de cette histoire, parce que nous avons tendance à penser que l'océan est quelque chose que nous comprenons. Nous l'avons cartographié, nous lui avons donné des noms, nous l'avons découpé en zones, en biomes, en catégories écologiques. Nous avons attribué à chaque créature un nom latin et une place sur un graphique. Et nous regardons ce graphique en nous persuadant de savoir ce qui se trouve dans ses eaux. Mais ce n'est pas le cas. L'océan renferme des animaux. Musique dont nous n'avons jamais observé les comportements, jamais documenté les relations écologiques. La disparition en 2003 de ce grand requin blanc équipé d'une balise nous rappelle que la plus grande étendue sauvage de la planète demeure, dans le sens le plus profond du terme, inconnu. L'enregistreur de données a échoué sur le rivage comme un message dans une bouteille, un mot venu des abysses. Quelque chose se trouve là-dessous que vous ne soupçonniez pas. Quelque chose de plus grand que ce que vous imaginiez. Quelque chose qui dévore vos prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et plonge à 600 mètres de profondeur pour le faire. Le grand requin blanc a mis 11 millions d'années à devenir le prédateur le plus redouté de l'océan. Et quelque part dans ces eaux sombres et glacées, au large de l'Australie, quelque chose l'a regardé et n'y a vu qu'un repas. L'océan n'est pas l'endroit que nous croyons connaître. La chaîne alimentaire ne s'arrête pas là où nous avons tracé la ligne, et le prochain enregistreur qui s'échouera sur une plage pourrait nous révéler quelque chose encore plus difficile à accepter que celui-ci. Quelle que soit la créature tapie dans ses profondeurs, elle n'attend pas que nous la découvrions. Elle vit simplement sa vie dans l'obscurité et dans le froid, faisant exactement ce qu'elle a toujours fait, bien avant que nous la regardions et bien après que nous aurons cessé de le faire. Voilà la vérité sur ce qui a dévoré le grand requin blanc. Et honnêtement, je pense que ce n'est que le commencement.